Bonjour. On est un petit peu en retard. Il y a sûrement encore des retardataires, mais on va quand même démarrer la journée. Est-ce que tout le monde a pris son casque de traduction si c'était nécessaire à l'entrée de la salle? Oui, bon. Si vous souhaitez donc allumer ce casque, il suffit de l'écarter et donc il va s'allumer. Et si vous voulez changer le canal au niveau de la langue pour la traduction, c'est avec la petite molette. Pour les intervenants, vous avez des casques qui sont sur vos chaises. Donc on va commencer par la table ronde des prescriptions qu'on va co-modérer avec Jean-François Huon. Et donc alors je vais appeler dans l'ordre de passage. Donc Marc Horowitz. Tu vas Oui. Ouais. Bien. Yeah. Peter Groot. Oui. Claire Compagnon. Oui, non. Mathias Brune. Emmanuel Gigon et Jean-François Huon. Ouais, bon, tu peux prendre les micros qui sont... Alors, donc, Marc Horowitz vient d'Angleterre. C'est lui qui va commencer la session. Il a notamment créé la méthode Horowitz-Taylor et va commencer cette intervention. Merci, Marc. Is this working? Yes. Yeah. Okay. Thank you very much for inviting me, Maeva. It's great to be here with all of you. So I'll talk for a few minutes to sort of talk through a few aspects of withdrawal and safety prescribing. You can see on the screen. Alors attends, juste, y en a qui ont la traduction qui ne fonctionne pas? On l'entend pas. Alors attends, je vais lui donner. Okay. So if I talk through here, the translation. Plus près, il faut le coller comme ça. You have to stuck your microphone. Okay, stick it next to my chin. Is that better? Yes, getting thumbs. And the translation will work like this. Okay. Good. All right. I'll try not to speak too fast, and I get that as well. Okay. Good. So my name is Mark Horowitz, and I'm a psychiatry trainee and researcher from the UK. My interest in psychiatric drug withdrawal arose from my own experience coming off antidepressants. I had been taught that it was very easy to come off and there'd be mild and brief symptoms, and I experienced something completely different from that. I experienced very severe symptoms, a sort of terror that lasted for many hours of the day. When I tried to come off, there was nothing like the issues that had put me on the drug, and that made me aware that things were not quite as they were said in the textbooks. And that's led me to do a lot of the work I'm going to talk about. I'll go through these sort of things briefly. Withdrawal symptoms are physiological symptoms that occur on stopping. They don't indicate addiction. Physical dependence is what happens when you use a psychotropic drug for more than a few weeks. Your brain adapts to it, and when you stop the drug, you get withdrawal effects. It doesn't involve craving or compulsion or aspects of addiction. For example, I imagine everyone in the audience is physically dependent on caffeine, but no one is stealing from their neighbours or injecting it because addiction is not an issue. For many years in guidelines and textbooks, it is said that withdrawal from these drugs are mild and brief, and that comes from studies that go for 8 to 12 weeks. And it is true that most people have mild and brief symptoms after that period of time. Not everybody. Some people already have quite severe symptoms, but the longer you take a medication, the more your brain adapts to it, the more difficult it is to stop. And so we know that people that use antidepressants and other psychiatric drugs for more than 2 years have a 10-fold increased risk compared to short-term users.
I think everyone knows it can cause headache and dizziness and a few symptoms like that. But there are even more severe symptoms, and I want to point out 3 of them. One is akathisia, from the Greek word for can't keep still. It's known as a long-term effect of antipsychotics, but it can also be caused by coming off antidepressants, benzodiazepines, and a whole variety of psychiatric drugs too quickly. These are the sickest people that I see. There's a high risk of suicide because it is such a disturbing experience to have. Suicidality, even in people that were not suicidal before starting their drugs. And protracted withdrawal syndromes, these syndromes that go on for months and years and involve a range of psychological, somatic, and physical symptoms. Many people have their withdrawal effects misdiagnosed as a relapse or a return of their underlying condition because most clinicians are unaware of these symptoms, so they come in to see their doctors and the doctor says, this can't be caused by the drug, you must have your depression, your anxiety, your underlying condition has come back. Sometimes they misdiagnose medically unexplained symptoms, psychosomatic symptoms, neurological symptoms, psychiatric symptoms, because they have never been taught about these things, and you can't diagnose what you haven't been taught about. Very briefly, I'm focusing on antidepressants because there's more research about it, but a lot of what I'm saying applies to all drugs. The evidence for the long-term use of antidepressants in England and France comes from these discontinuation studies, which I've drawn out here. They take people who have improved on antidepressants and they randomise them to either stop their drug or continue. They measure depression relapse for the next 6 to 12 months. And when you look at these studies, you find that people who stop their drugs about double their relapse rate, from about 20% if you stay on the drug to about 40% if you come off the drug. And that's the reason why guidelines recommend long-term treatment. But there are severe issues with this way of looking at drugs. I haven't even mentioned it. This is already a very selected group of people who have responded to the drugs, a minority. But in these studies, mostly they're stopped in 1 day abruptly. Some the average is 5 days. That means that withdrawal effects will be produced. Withdrawal effects include anxiety, depressed mood. We see those symptoms even in people without underlying health disorders. That will register on these depression scales, and that means that some of this relapse rate is actually going to be misdiagnosed, misclassified withdrawal, which means that the difference between these 2 arms of these trials is exaggerated by withdrawal effects. And in fact, some researchers have estimated that the entire difference is explained by withdrawal effects. So that means that these drugs are preventing withdrawal, not relapse. I'll give you a quick analogy. If you took smokers and divided them into stopping and continuing and measured anxiety and irritability, you would conclude that people should continue smoking to prevent relapse of anxiety and irritability. Of course, that's an absurd conclusion because we all know it's withdrawal effects, but these studies don't examine the possibility that these are withdrawal effects, and they come to these, I would suggest, absurd conclusions about long-term prevention. Just to make that point explicit, these are studies in which they stopped antidepressants and they measured withdrawal effects, that's the DESS, D-E-S-S, at the same time as they measured depression scales, the MADRS and the Hamilton Depression Scale, the HRSD. They stopped the drugs for a week and then they gave them back to the patients. You can see withdrawal scores shoot up and then they come down when you give the drug back. And alongside it, you can see depression scores also shoot up for sertraline and even more for paroxetine, which of course has worse withdrawal. In other words, this is a withdrawal effect that if you didn't measure withdrawal effects, you would think of as relapse. And that's what's happening in many studies and in clinical practice. I'll spend 2 minutes talking about what we suggest in our book, the Maudsley Prescribing Guidelines. Very broadly speaking, we suggest coming off antidepressants and other psychiatric drugs slowly works better than quickly. That means many months, more than a year, sometimes longer, going down to very small doses, much smaller than widely available tablets or capsules, and going down in a particular pattern, smaller and smaller
size reductions at a rate that the patient can tolerate. And I'll briefly explain where that's come from. This is a paper we published now a few years ago looking at the relationship between dose of an antidepressant and its effect on the brain. This is citalopram, a very common antidepressant, and the main point is that this is not a straight line. Doubling the dose from, say, 20 milligrams to 40 milligrams doesn't double the effect on the brain, and even little tiny doses like 2 milligrams actually have about half the effect of 40 milligrams, much more than you would think. This arises from the law of mass action, and what that basically means is when there's not much drug in the brain, all the receptors for the drug are open for business. And so every milligram of drug has a big effect at small doses. A little bit like the game of musical chairs, it's easy to find a chair at the beginning of the game. As there's more and more drug in the system, more and more receptors are filled up, it's harder and harder to find a seat. So you get this law of diminishing returns. And people describe this as hyperbola. And this tells us what happens when people come off their drugs in the usual way that most doctors recommend. It might be 20, 15, 10, 5, 0. Very easy to do with existing tablets, but very hard on the patient's brain, because when you go from 20 to 15, there's a small change in effect on the brain, little tiny change. 15 to 10, bigger. 10 to 5, bigger again. And going from 5 to 0 is like jumping off a cliff. It has 20 times the effect of going from 20 to 15, and that's exactly what patients say. The first few milligrams were maybe okay, the last few milligrams were hell. And so what makes more sense is to reduce by even amounts of effect on the brain. So I've drawn 4 horizontal lines here that corresponds to smaller and smaller size reductions down to very small doses. So that final reduction from 0.8 milligrams in this case to 0 doesn't cause a bigger change in effect than the previous reductions. And this pattern of reducing has been called hyperbolic tapering because this curve is called a hyperbola. It fits along there. This is my last slide. So in the textbook, we talk about what withdrawal effects occur from different classes of drugs, how to distinguish withdrawal from relapse, and how to safely taper every drug that's licensed in France, antidepressant, benzodiazepine, seg drug, and gabapentinoid, and when to use liquids, when to use tablets, and when to use some off-label options. And it would be very useful, I think, for there to be training for doctors, psychiatrists, general practitioners in how to deprescribe. I think of it as if you're selling cars, the car should come with brakes. If doctors are prescribing medications, they should know as much about how to stop the drugs as starting the drugs. And that's me. Thanks. Thank you. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez bien la traduction en français dans les oreilles? Do you have translation? I don't want the translation to French, though. Sorry, because I wouldn't understand. Je voulais vous remercier vraiment pour cette présentation. Pour moi, c'était très important de vous inviter aujourd'hui parce que la première fois que j'ai pu entendre parler de la déprescription, c'était grâce à vos articles en faisant mon travail de thèse. Et en fait, j'ai dû partir à l'étranger, j'ai dû partir en Angleterre, en Norvège, en Hollande, etc. Et vous m'avez tous accueilli de manière très généreuse et chaleureuse. Et il y a Jim Vanos aussi qui est dans la salle qui va intervenir après. Et actuellement, dans les enseignements de psychiatrie, on n'a toujours pas accès à ça. Et c'est pas normal parce que ça entraîne beaucoup aussi de conséquences sur le fait qu'on ne soit pas formé à la déprescription. On est formé à la prescription et on n'est pas du tout formé à la déprescription. Et quand on sait qu'aussi on peut, en n'étant pas formé, on peut confondre en fait rechute et sevrage, ça a beaucoup de conséquences en termes sanitaires et sur les usagers et leurs proches. Donc voilà, merci. Est-ce que tu veux poser une question ? Non ? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que Marc a partagé ? Non ? Bon,
À toi, Peter, alors. Peter Groot. Thank you very much. Is it working? Yes, it's working. I hear this. Okay, yes, thank you. I'm going to talk about the breaks Mark was so rightly talking about. And this is tapering medication. And I begin with saying who I am. My name is Peter Groot. And together with Professor Jim van Os, he's sitting there in the audience, we have been involved in the development and the research into the use of tapering medication. Oh, sorry, very good, thank you. But not in producing it or providing it to patients. I have to tell you this. We do not receive any reimbursement or income from the provision of this tapering medication, which is available for patients also in France, I take it. And the User Research Center where I'm working has benefited from an educational grant of the Regenboog Pharmacy, who makes this medication, who started making this at my request and the request of a foundation I was working for as a volunteer more than 10 years ago. Who am I? I am not a medical doctor. I studied biochemistry, molecular biology. I've done DNA research for a long time, searching for genes in a genetic way. And I've got lived experience. I've suffered from severe depression with suicidal thoughts, which probably also had something to do with the fact that my own father committed suicide almost 50 years ago now. And I started to use antidepressants in 2004 because I was sort of desperate about what to do. And what I discovered when I used venlafaxine is that there were days that I really felt much worse than on other days. And always when this happened, I was sort of afraid that depressive feelings would get back, that I would perhaps start thinking about suicide again, that sort of things, which was anxious for me. Until at one point I asked myself, can it have something to do with the fact that I've forgotten to take my daily dose of venlafaxine? I'm a very regular user, but it's very difficult not to forget your occasional pill. And I found out that this was really the case and very reproducible. When I forgot to take my medication during the night, I started dreaming more heavily, and the next day I had this strange feeling. Paracetamol did not help me. But once I knew that it was forgetting this one daily dose, I knew the solution, and my anxiety disappeared, because what I experienced, like, oh shit, I forgot to take my medication, I have to take it now, and within 6 hours or 8 hours or at most a day, I would be fine again. And this was the withdrawal Mark has been talking about. And this set me on this path of what ended up to be the tapering medication, but also to do an experiment in which I wanted to see if I could come off my medication by tapering it much more gradually than was possible at that time. And I'm going to talk you through this experiment, which I have kept as simple as possible. How I did this. I had been using venlafaxine for 150 milligrams a day, that's this upper line, and I decided that I would reduce it over a matter of, I think, 8 or 10 weeks in ever decreasing smaller steps, as you can see on this line, to end with 0 milligrams. And when I did this, I hoped that I would be able to stop without having these nasty feelings, without having complaints during my taper. And this was the case. Well, I felt something, but not much. So it was easy. But a few weeks after I had stopped, my sort of anxious feelings started to return. I became more irritable, slept less, and it was not getting better, all these complaints. So I started sleeping, worrying, that sort of things. And then I asked myself the following question: was I suffering from a relapse, which Mark has been discussing, which is an obvious thing to think, or was I having a withdrawal?
Was it some form of destabilization or dysregulation because my body had become adapted to using this medication and suddenly it came without? And the most important practical question, should I start taking venlafaxine again and perhaps for the rest of my life? And because I was at my wit's end, I decided to go for taking venlafaxine again. And this was my plan. I would just, as when I started, go to 37.5, a week later to 75, and then to 150. But as it turned out, a few weeks later already, I could really feel that things were getting better. So I decided that I would stay on this 75 milligrams, because I was fine, not knowing if I had a relapse or withdrawal, but I wanted to be able to function. And for me, this has meant that I remained on 75 milligram venlafaxine for 10 more years. And before I continue my story about my own experience, I shortly want to explain what the problems are with prescribing and tapering, both for patients and for doctors. And it's essentially a recap of what Mark has already been telling. There are three problems. First, we never had good guidelines about tapering. When people started using this medication, nobody thought about what would happen if patients would have recovered, how they could stop. It was simply assumed that this was possible. Secondly, the recommended dosages in guidelines are problematic. They say this is the effective dose, which is an average and which is not true for all patients. So that's a clinical problem. But the third problem is the most important one. Prescription drugs were only available in a few standard dosages. 10 milligram, 20 milligram, 50 milligram, that was what was provided. But what we need is what we have with shoes or with clothing or with whatever. We need all kind of different possibilities to choose from. But they were not there because they were not supplied. And psychiatry for many years did not ask for it for the simple reason that nobody was thinking this way. This has changed only in the past 2 decades. And now to make a very short, long story very short, this is the solution we came up with, which we call the tapering strip. It's tapering medication. And the system, how it works, is depicted on the right side of the slide. You see a number of coins. You are used to using coins. When somebody says you have to pay me 37 cents, you get 20 cents, 10 cents, 5 cents, and 2 cents. So if you make a limited number of fixed dosages with a precise amount of medication, and you combine them in a clever way, you can easily provide patients with every possible tapering schedule you want, because there is a solution to provide it to patients, and that is this strip that was already in existence, and that is what is now available for patients. And now comes a very important question for a doctor and for a patient: how do you choose a tapering schedule? Well, at this point in time, that's mostly an educated guess. I think we can do this fairly well. And for instance, a doctor and a patient can decide, I want to taper a drug, say venlafaxine, in 4 months. And then you can do it with 4 different of these tapering strips, which you use one after another. And but you cannot reliably predict whether this will be the right schedule, because we don't have real studies. We do have a lot of clinical practice. So what you can do, you choose this schedule, but during the tapering, you watch how things are going. So ideally, this is what you hope will happen, that there will be no complaints and that the patient can just taper in 4 months and go on forever, living happily after. But if problems occur, if a patient starts having symptoms, withdrawal complaints, then a doctor and a patient should think, what shall we do? Shall we stabilize for a while, hoping things get better, and then
continue slower, or shall we do something else? That depends on the situation. And a very important message for all of you here is that it's not wise when you taper and you get complaints to think, I have to hold on, I have to be strong. Because the general experience is that once people start having complaints while tapering, if they continue tapering, by and large complaints will get worse. So you are not helping yourself by saying, I have to just go through it. Don't do that. Now, how can we help patients if they taper to follow what happens? And we came up with a very, very simple questionnaire. It's 1A4. This is a form people get when they taper. And I'll take you through it. What you see is numbers, days of the week, and most importantly, in the column milligrams, you can see in this example for this antidepressant how the dose is decreased from 75 milligram. I cannot do something like 50 milligram, 50 milligrams in 28 days. And then the column next to it, we ask patients to fill in one figure, 1, 2, 3, 4, 5, 6, or 7, that indicates how many complaints people experience, basically. And if people have no complaints, everything is fine, they fill in 1. If they have many complaints and if things go completely wrong, they fill in 7. And in this example, this patient, and this is a real example, just filled in 1, 1, 1, 1, 1. In other words, I'm tapering and I'm not noticing anything that happens. And at the end, this person says, I will go on tapering. Why? Because everything goes fine. So this is what you ideally hope. This is a more complex example, and this is not tapering, but this is stabilization of a benzodiazepine, which are very hard to come off for many people, at a very low dose, 0.3 milligrams. And you see that in the column with the figures, the patient reports 6, 6, 6, and then 5. In other words, has a lot of complaints. That's why she was stabilizing. But she also makes a number of remarks, and some of them are very interesting. One of it says, practicing with the choir went well. This is not a symptom, but this is something that is important for this person. Apparently, she experienced that singing with her choir went better, which is important for her, and which is important information for the physician. But she also makes another remark, and that is that, what does it say? I'm using more Seroquel. Seroquel, that's quetiapine, that's an antipsychotic. And what this shows is this patient was not only using a benzo, but also an antipsychotic. And many patients who have huge problems coming off medications are patients who are not using only an antidepressant, but often also other psychotropic medication, which can make the process more difficult and which is important to consider when people are tapering. This is my final slide, and now I come back to what I started to tell you. The curve, the orange curve with the figure 2012, is how I tapered my medication in 2012. And I told you when I did this, tapering went fine, but after that I got complaints, and I remained on venlafaxine for 10 more years. In 2023, I thought I will try again, but this time, because now we have this tapering medication, I will do it much more slowly. I will do it in 5 months, not in 8 or 10 weeks. And then you get this blue line, where you can see that the dose is reduced in very small steps along the way. And reducing the dose in a tiny step from one day to another gives your body time to adapt to a slightly lower dose, which we all know is much easier for our body to do than to deal with a big change. And what I experienced during, what am I doing? Sorry, I shouldn't have said that. But I'm back.
So what I experienced in 2012, that I had to resume the venlafaxine, and what I experienced in 2023, that during my taper I was not aware that I was tapering. I had designed this form that I had to fill in, and every day I forgot to fill in this figure 1, which it basically was for me, because I was not thinking about it. And the only awkward situation occurred when I had finally stopped, and I had to get used to the fact that during my meal I did not have to take medication anymore after 20 years, which was odd. And my conclusion from this is, and that is in line with what Mark has been telling, that a gradual dose reduction prevents complaints, whichever complaints you are talking about, both during but also very important after tapering. And for me personally, my conclusion is that I could have stopped using venlafaxine 10 or 15 or perhaps 16, 17, 18 years earlier if I had been able to taper gradually over a longer period of time. So it would have saved me 10, 12, 15 years of use of venlafaxine. And when I started using venlafaxine in 2004, venlafaxine was still under patent, and it cost my health insurer more than 1,750 euros per year. While coming off this medication in this way, my health insurer paid something like 600 euros to make this possible for me. So I say make the math and use this method. And basically that's where my story ends. So I hope that was clear. Merci beaucoup Peter pour tout ce retour d'expérience. Ça nous montre vraiment que le tapering est vraiment quelque chose de complexe. Ça met aussi l'évidence sur le fait que quand on rentre dedans, on n'est pas obligé de suivre la courbe qu'on a prévue et qu'il peut y avoir des pauses, il peut y avoir des retours en arrière. Mais aussi que la difficulté, c'est justement d'avoir ces petites doses à la fin. Et nous, en France, on en reparlera, c'est justement une problématique au niveau galénique, etc., d'avoir ces petites doses. Donc moi, j'aurais 3 questions que je vais condenser en une concernant justement cette innovation-là des tapering strips. Donc on a vu ces espèces de petits sachets de M&M's là avec les descentes de doses. Alors c'est très pragmatique. Hein. C'est qui paye le médicament, qui paye la production. Ensuite, est-ce que cette production, ça a un statut du coup de pharmacie ou est-ce que c'est quelque chose qui est à part ? Et puis ensuite, comment ça se passe en pratique ? Est-ce que le médecin envoie une prescription justement au tapering strips et c'est fait ? Est-ce que c'est le patient qui vient avec la demande ? Comment c'est fait ? Okay, my understanding of your question that the French is a little bit confusing for me and then translation in your head. Oh, sorry. But you want to know how this goes? Well, I can tell you how it goes in the Netherlands. There's one pharmacy who makes it because he started it. And every patient in the Netherlands who wants to use this medication can use this medication. If a doctor prescribes the medication, the recipe goes to the pharmacy and the medication is sent by the pharmacy to the people in the Netherlands who use it, or to people in other countries who use it because it works precisely the same way. And in the Netherlands, we still have a fierce debate with health insurers about the payment for this, because most patients in the Netherlands have to pay for the medication themselves. There are a few exceptions. My health insurer paid completely, has always paid for it from the beginning, and has stated in our parliament that they do this because they expect it will save them money in the long term. So that's the situation. And and when we started, or when the pharmacy started providing the first tapering strips for venlafaxine and paroxetine, immediately we started getting questions from patients. Do you also have it for sertraline? Do you also have it for an antipsychotic? Do you also have it for a benzo? So over the years, the number of medications for which the tapering strips are available have increased to, I think, now more than 50 different medications, including anti-epileptics,
antipsychotics, opioid painkillers, benzos, Z-drugs. Well, there's a whole list. But it's all available, and recently I asked for figures, and I asked how many different psychiatrists in the Netherlands have prescribed this medication. And the number in February was more than 60%, and recently I asked again and it was more than 65%. So my conclusion is that tapering in clinical practice in the Netherlands is improving, and the only problem for patients and also for doctors is the payment, because they have to pay themselves, and many patients do this. And why do they do this? Because they have had very bad past experiences. Because also there are patients who have experienced that when they could not taper safely, they became psychotic, had to be taken up in a clinic for a number of days, or they couldn't work for a number of months, or they went to an addiction center. And they don't want this again, so they want to make use of this solution. So I hope this sort of answers your questions. Yeah, sure, it does. Yeah. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, je passe le micro. C'est une question pour les deux, pour Marc et pour Peter. Quel est le problème? Le vrai problème pour le médecin généraliste, c'est faire la différence entre le sevrage et la rechute. Alors la question pour Marc, c'est de savoir combien a-t-il vu dans sa clinique, dans sa pratique, de proportions de personnes qui rechutent, et sur quelle base a-t-il fait ce diagnostic que c'était une rechute et pas un sevrage? Look, it's a very broad question. I'll just, you know, there's a lot of different conditions and different medications. I'll just stick to anxiety, depression, and antidepressants for now. Antidepressants are incredibly ineffective. So the idea that when people stop them, a lot will relapse doesn't make any sense. So my first assumption is it's very likely to be withdrawal until proven otherwise. The textbooks say the opposite, not my textbook, but the other ones, the worst ones. You know, but the ways to tell are dizziness, headache, brain zaps are not relapse. But also, the most common symptoms of withdrawal are low mood, anxiety, panic attacks, suicidality. So psychological symptoms are more common than brain zaps. What I do is I ask people, what did you have before you started the drugs? And if they say, I was depressed, I had low mood, I was lethargic, and now I've stopped and I'm having panic attacks, anxiety, I can't sleep. Some doctors will say they've developed a new onset panic disorder that just happens to coincide with the moment they stop their drugs. But that's very implausible. What's much more likely is they've developed very common withdrawal effects. Or the patient will say, I've never felt like this before, this is much more severe. There are many clues. The timing is a bit helpful, but I think that's one point worth making. Again, a lot of textbooks say withdrawal symptoms come on in a few days, a few half-lives of the drug being cleared from your body. But I see many, many times withdrawal effects are delayed by weeks and sometimes by months, which very much confuses doctors. I don't know the explanation for why that happens, but I see again and again, 6 weeks later, 8 weeks later, people get brain zaps, panic attacks, headaches they've never had before. So it can be confusing, but I think my simple rule is withdrawal is the other horses and relapse is the zebras. It's much more likely to get withdrawal is my frame. May I add something to this? Because I'm very practical. I started this as a patient. And I would like to pose the question like, whether it's withdrawal or whether it's relapse, all we wanted to do when we started developing this medication is to try to help prevent both of these, whether it's one or the other. So from a very practical, because we cannot exclude the possibility that some people will perhaps get a relapse. That's possible. It's difficult to distinguish. But what we can do is we can try to do everything to prevent this from occurring. And I think that's what we should do. So.
Yeah, I have a question about the terminology. Some patients are afraid to take treatment because of addiction. We don't speak about addiction in antidepressant. We speak about discontinuation effect. But maybe it would better to say to think about withdrawal effect, like if we have withdrawal symptoms. Is it so easy to say that no, you are not addict when you take antidepressant? What do you think about that? So it's a very good question. I think there's a lot of confusion with terminology, which I think misleads patients. So a few things. So in pharmacology, textbooks, addiction and physical dependence are different things. Physical dependence is the state that arises when you adapt to a drug you've taken for several weeks. When the only visible manifestation of dependence is a withdrawal syndrome on stopping, and tolerance comes along with it. So caffeine, alcohol, opioids all cause physical dependence. Addiction involves an additional aspect of psychological dependence, which is defined as craving, compulsion, focus on the drug. Antidepressants do not therefore produce addiction according to those definitions, because they don't produce the same euphoria as an opioid or more fun drugs, and so people are not addicted to antidepressants. Okay. The correct term is physical dependence. But I'd also say, in the general, so the reason why they're mixed up is the DSM-3 in the 1980s thought that addiction was a pejorative term, and so they use them interchangeably. That's why there's a lot of confusion. Some people hear dependence and think addiction, but they're not the same thing. I think the term discontinuation symptoms is very misleading. It was a term made up by drug companies in order to minimize the negative press with these medications. It has confused everybody because it means you think, oh, they don't cause tolerance. But of course, all psychiatric drugs cause tolerance. If they cause withdrawal, they must cause tolerance. It misleads patients because it sounds very mild. I think of it like describing a car crash as a discontinuation event involving a wall. It's a very misleading thing to say. People should know that they face potentially very severe symptoms. It also causes trouble for patients in practice. For example, I've heard stories like this. They come into their doctor and they say, I have terrible withdrawal symptoms from benzodiazepines. Please can I have some more so I don't have such bad symptoms? And the doctor says, if you're having trouble stopping, you must be an addict. And I don't prescribe to addicts. And they cut them off. And of course that risks their life or seizures. So most people taking benzodiazepines, for example, are not addicts. They're taking it as prescribed. And so they have physical dependence, not addiction. So I think it's an important distinction to make. Okay. And I have a second quick question about switching between two antidepressants and two antipsychotics. Is the problematic the same? There are some online tables in which you have different times from two molecules, but how much are they evidence-based, or maybe they are going too fast or not? Yeah. So those tables are not evidence-based. They are people's ideas. Yes. It depends on how similar the receptor affinities of the two drugs are. So the more similar they are, the less problematic. Going from citalopram to escitalopram, not a big deal. The more dissimilar they are, the bigger the issues with withdrawal. So if you go from an SNRI to fluoxetine, which some people suggest is a very bad idea because you're not covering the noradrenaline aspect. The same for antipsychotics. If they're both very similar dopamine antagonists, it's less of a problem. If they're different, it can cause serious problems. And then it makes more sense to do the kind of tapering that Peter and I are talking about. I would just suggest as an aside, I think switching is a much more fraught procedure than most people think. I think it causes a lot of people a lot of trouble. So I try to avoid it, although there's sometimes reasons for it. I totally agree with Mark. And as a rule of thumb, I would say if you are a doctor and you can avoid letting people switch, try to do that. Especially since now we know it's possible to taper all these different medication, starting from preferably a position where the patient is feeling fine. And if the patient is feeling well on a drug, and according to the guideline, he can stop,
try to do it with this medication and try to avoid all these problems. And about these wiki switch tables you can find on the internet, which psychiatrists use, I have checked the basis on which they base it, and there's actually no scientific evidence for what they write. And some of these schedules are actually very, very wrong and dangerous for patients. So be very careful if you switch. Absolutely. Merci. J'ai vu qu'il y avait pas mal de mains qui s'étaient levées. Pour qu'on garde le timing, on va passer à la prochaine session, mais je vous propose que vous gardiez vos questions et que pendant les pauses, vous alliez voir nos intervenants si ça vous convient. Et donc, on va passer maintenant à Mathias Brune pour la suite, donc, qui est chercheur dans un laboratoire qui s'appelle le LIEP et à Sciences Po. Je te passe la parole. Merci beaucoup donc aussi aux autres intervenants et pour l'invitation. Mon rôle, c'est de introduire une autre dimension. Donc, il est important de parler des milligrammes et des switches. Mais nous, effectivement, à Sciences Po et en sciences sociales, on se pose la question comment mettre tout ceci en œuvre et quelles sont les conditions qui peuvent permettre des prescriptions qui peuvent être mises en œuvre à une grande échelle et qui permet au plus grand nombre de professionnels et de patients de découvrir et de faire cette pratique. Donc, pour y arriver, le premier propos qui est nécessaire, c'est de dire que c'est effectivement un enjeu systémique. Donc, et ça, je pense que ça a été bien dit déjà un peu dans la littérature, que bon, c'est pas seulement un acte isolé entre un médecin et un patient de déprescrire, mais c'est un enjeu qui se passe au niveau du système de santé, qui a des implications financières, organisationnelles et politiques. C'est pour ça que nous, et quand je dis nous, je parle aussi au nom d'Étienne Noguès, qui est un collègue avec qui je travaille à Sciences Po sur la question de la déprescription, et au niveau d'un collectif d'acteurs qui s'est constitué, parce que nous avons organisé en décembre 2024 une journée d'études dédiée à la question de la déprescription comme politique publique. Et plusieurs d'entre vous font partie de ce collectif qui s'est interrogé sur la question qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire des prescriptions une politique qui marche, quels sont les leviers, les freins, et quelles sont les propositions pour avancer sur le sujet. Et c'est des questions qui mobilisent les sciences sociales, donc il convient d'interroger non seulement des médecins, des pharmaciens, des professionnels de la santé, mais aussi des politistes, des sociologues, mais aussi des économistes, parce qu'on a déjà entendu, il y a des questions de paiement et d'argent qui se posent là-dedans. Donc ça, c'est un peu les constats de départ de cette idée. La déprescription, c'est un enjeu systémique. Donc, quelles sont un peu les réflexions que nous avons eues au sein de ce collectif sur la question des prescriptions comme politique publique. Le premier constat, et c'est probablement le plus important, et je pense qu'on va en reparler, c'est que ce n'est pas justement un acte médical, mais on parle ici potentiellement un changement de paradigme, parce que, et on l'entend quand on discute des prescriptions, on évoque tout de suite un peu la culture médicale, qui est la culture de prescrire, et ce de manière fréquente et à grand volume, notamment en France, par rapport aux autres pays européens. Et donc là, on est face à un paradigme de soins, comment on soigne, mais aussi comment on finance, et comment est-ce qu'on organise les soins. D'ici, de ce constat découlent les potentiels freins. Donc, ils sont structurels. Ils concernent les temps de consultation, ils concernent le cloisonnement entre les différents types et secteurs de soins, mais ils concernent aussi la rémunération, qui est typiquement à l'acte quand on parle de la médecine libérale en France.
là encore, donc qu'est-ce qu'on évoque comme collectif et comme groupe de personnes qui pensent à ces enjeux, qu'est-ce qu'on évoque comme levier potentiel. Il s'agit des collectifs ou des modalités de soins qui sont pluriprofessionnels, qui regroupent plusieurs professionnels de santé. Il s'agit des outils, je pense que mes voisins et voisines en parleront, des outils d'aide à la décision. Il s'agit d'organiser les soins différemment, notamment, et là je parle non seulement de la consultation, donc qui doit se faire en co-construction avec le patient, donc la déprescription, c'est une décision partagée, mais aussi les politiques de déprescription doivent se faire de concert avec les associatifs de patients qui sont présents dans le collectif et qui permettent une meilleure acceptabilité des politiques de prescription. Le nœud et la clé des politiques de déprescription efficaces tourneront autour du temps de réévaluation. Donc, dit autrement, prescrire, c'est plus facile que déprescrire. Pour une consultation de déprescription, il faut du temps. Et il se pose la question, comment est-ce qu'on valorise ce temps et comment est-ce qu'on cite tout le monde, donc le système, doit inciter tout le monde à jouer le jeu. Et dernier point, j'ai déjà mentionné l'idée d'acceptabilité. Donc, comment est-ce qu'on justifie, comment est-ce qu'on motive tous les acteurs du système de santé, mais aussi les professionnels, les patients concrètement au sein d'une situation clinique pour déprescrire. Il y a plusieurs justifications. D'une part, elle est clinique, on a beaucoup parlé des symptômes et des rechutes et des soins. Il y a aussi des motivations qui sont potentiellement économiques. On a mentionné que ça peut être une désincitation aux Pays-Bas de déprescrire parce qu'il faut payer ça de sa poche. Et il y a un troisième point qu'on n'a pas encore évoqué, c'est qu'il y a un argument de soutenabilité du système de soins qui peut être écologique. Donc les médicaments représentent un tiers de l'empreinte carbone du système de santé en France. L'écologie est un sujet qui peut à la fois motiver les acteurs à changer de comportement, comme ça peut être un repoussoir pour certaines personnes. Et la question se pose, comment est-ce qu'on peut combiner ces trois cadrages qui sont donc cliniques, économiques et écologiques pour changer des comportements. Et c'est ce que nous proposons dans un projet de recherche qui se met en place à Sciences Po, qui s'appelle Dépreflex, qui essaie de tester ces différents cadrages avec les patients, avec les professionnels, pour tester l'efficacité des politiques publiques visant la déprescription. Donc c'est un projet géré conjointement avec Étienne Douguès et Jonathan Sixic, qui travaillent à l'Université Paris-Cité, et qui se pose sur ce collectif d'acteurs. Donc ce collectif, je ne l'ai pas encore dit, qui intègre les professionnels, mais aussi les acteurs institutionnels, aussi présents, HAS, CNAM, mais aussi ANSM, et des associations des patients et des associations professionnelles, pour avoir un aller-retour entre le terrain et la recherche, ce qui permet, d'après nous, une bonne efficacité du dispositif. Un dernier mot, pour rester dans les temps. L'idée d'être ici aujourd'hui, c'est aussi pour vous dire, voilà, si vous, professionnels ou chercheurs ou acteurs politiques, si vous êtes intéressés de nous rejoindre, de partager cette réflexion sur des politiques publiques efficaces de déprescription, n'hésitez pas, nous sommes là pour ça et disponibles pour ça. Et c'est justement dans cette idée d'avoir un échange constructif le plus large possible. Merci beaucoup. Merci. Alors, on a une question pour toi, c'est est-ce que tu as l'impression qu'en psychiatrie et en santé mentale, il y a peut-être plus de réticence que dans les autres spécialités en ce qui concerne la déprescription, puisque par exemple la déprescription peut concerner les statines, les IPP, etc., et que ça ne fait pas bondir. Comment tu l'expliques, qu'il y ait cette différence-là ?
Alors, je n'irai pas aussi loin de parler de la réticence, parce que voilà, on est entre amis psychiatres. Mais je prendrai le sujet par un autre bout, c'est que, et je ne l'ai pas dit, je suis désolé, donc ce que j'ai présenté, ça concernait les prescriptions au sens large, donc y compris les IPP, y compris voilà, tout type de médicaments. La psychiatrie, et c'est aussi pour ça qu'on avait mis un focus sur la psychiatrie lors de notre journée d'études, c'est un champ d'illustration très, à la fois très parlant de tous les sujets que j'ai abordés, mais qui rajoute quand même des particularités. Et je pense que ce qui est particulier, et pour en partie répondre à ta question, c'est la présence ou la non-présence d'alternatives à la prescription médicamenteuse en santé mentale. Parce que, pour faire facile, pour une dépression, j'ai idéalement le choix entre prescrire un médicament et choisir par exemple une psychothérapie. Or, l'accès aux psychothérapies remboursées en France est toujours difficile, ce qui explique probablement en partie que la déprescription ou encore une alternative à la prescription d'un médicament n'est pas gagnée en France. Et là encore, on est à un niveau systémique. C'est pour diverses raisons qui sont la disponibilité, la rémunération, la formation et l'identité professionnelle aussi. Donc là, on est à nouveau dans la culture. Donc les sociologues n'aiment pas le mot culture, mais je pense que c'est un beau mot pour illustrer l'idée que voilà, on a certains réflexes qui font que. Donc voilà, pour répondre à ta question, il y a probablement des éléments qui expliquent le rôle très particulier qu'a le médicament en psychiatrie. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, bonjour. Merci à tous les intervenants qui ont déjà parlé. Moi, j'ai découvert ces questions sur la déprescription, je crois, l'année dernière ou l'année d'avant, en 2024. J'en avais effectivement jamais entendu parler avant. Donc, je remercie le travail de Maëva là-dessus et qui se poursuit. Je me suis procuré le livre de Mark Horowitz qui est sur mon bureau et que je sors régulièrement devant les patients qui sont ravis qu'il y ait des gens qui travaillent là-dessus. Merci à vous deux qui avez beaucoup fait progresser ces idées-là. Je voulais réagir à Mathias Brune. Moi, je suis en libéral et je m'occupe d'un syndicat de psychiatres libéraux. On demande souvent des sous pour tout ce qu'on peut, c'est notre boulot. Mais alors pour le coup, je ne trouve pas qu'on ait besoin de financement particulier ou de tarification incitative pour déprescrire. Ça ne me prend pas plus de temps. Ce qui me manquait, c'est la connaissance, qu'il commence à se répartir, à se diffuser, et les outils, c'est-à-dire les questions de comprimés en petit dosage ou de préparation magistrale sur lesquelles je galère encore un peu, je ne suis pas bien au point. Et je suis sûr que Maëva nous proposera des choses bientôt là-dessus pour résoudre ça. Et donc, par ailleurs, comme je suis de plus en plus intéressé par ces questions et que ça répond vraiment à des demandes des patients, si je découvre votre réseau, je serais tout à fait intéressé justement de voir ce qui est pertinent ou pas, comment on peut échanger là-dessus. Merci. Ok, j'en profite pour répondre. Merci beaucoup pour l'intérêt. Donc, et je pense qu'il y a aussi Jean-François qui va parler du réseau des prescriptions au sens large. Donc là, c'est un collectif plus porté sur la question des politiques publiques. Mais tout est important là-dedans et on fait partie, bien entendu, du réseau. Alors, pour la question pour être bref, et spécifiquement de la rémunération, je pense qu'effectivement, elle se pose de manière encore plus aiguë, surtout pour les généralistes. Donc, on a la chance, on va dire en psychiatrie libérale, que les temps de consultation sont déjà plus longs que chez les généralistes. Donc, je pense qu'on peut, en 30-45 minutes, effectivement, faire un bon travail là-dessus, et on a l'habitude de le faire.
C'est pas du tout pareil en médecine générale, où la cadence est plus de 10 à 15 minutes pour pouvoir faire tourner un centre libéral, par exemple un centre de santé ou un cabinet libéral. Vous êtes dans cet ordre de grandeur-là et ça devient beaucoup, beaucoup plus compliqué en ce temps-là. Donc c'était plus à viser des généralistes, mais de toute façon, il faut qu'on en parle parce qu'on a besoin et on aura besoin des généralistes pour prendre en charge nos patients parce qu'on est de moins en moins nombreux. Donc, il faut qu'on en parle aussi. J'espère avoir répondu. Bonjour, merci beaucoup pour ces initiatives. Je m'appelle Stéphanie Woulet. Je suis administrateur de l'association Advocacy France, chargée des relations internationales, administrateur de l'INUSP, qui est le réseau européen des usagers, ex-usagers et survivants de la psychiatrie. Et plus récemment, j'ai été élu administrateur du Forum européen des personnes handicapées à Bruxelles, une ONG. Je connais très bien le travail de Jim Van Os et ses collègues concernant la déprescription et les tapering strips, etc., etc. Je voulais vous assurer que nous, les patients, les usagers, les personnes en situation de handicap psychosocial, etc., sont pleinement intéressés par cela. Nous sommes prêts à vous aider, à collaborer avec vous, comme vous le savez, comme Jim Van Os collabore valablement avec ses usagers sur place. Il serait instrumental et très important, Madame Compagnon, entre autres, qui nous a énormément soutenus depuis toujours, Advocacy France, et qu'on connaît bien, que ça soit possible en France, à l'instar du travail de Michel Rivasi pour le même propre sur la santé et l'influence des laboratoires pharmaceutiques que vous connaissez. C'est une question de connaissance et de formation, comme a dit ce médecin. Je ne pense pas forcément dans la salle que nous sommes entre amis psychiatres. Il y a pas mal d'usagers dans la salle que je connais et peut-être des personnes qui portent les deux casquettes. Si oui ou non ils sortent du placard, ça c'est une autre question. Maintenant, franchement, bravo. Continuons comme ça. Il faudrait que ces tapering strips, ces bandes aide-moi, de déprescription, enfin ces bandes de réduction de médicaments soient disponibles en pharmacie, prescrits par les médecins. Parce que pourquoi? Parce que nous, les gens, on voit bien, ils sont là en train de jeter leurs médicaments, ils font des crises, on croit qu'ils sont malades, ils font des rebonds sans arrêt, vous comprenez? C'est très, très mauvais pour leur santé. Ils mentent aux psychiatres. Il faut une relation d'adulte à adulte, égal à égal. Et ça, ce n'est possible que si certains psychiatres, et pas que les jeunes, les vieux aussi, hein, les vieux schnooks, hein, comprennent bien que, et si l'argument de l'économie pour la santé est tout ce qu'on peut offrons ça, hein, les économies pour le système de santé. Merci. Bonjour, Baptiste Ledin, psychiatre à Brest. Donc moi, je suis familier des travaux de Mark Horowitz et Peter Good, merci beaucoup. Mais en pratique, le problème vraiment posé pour moi, c'est celui de la disponibilité de petites doses. Donc j'ai aussi l'expérience de prescription de préparation magistrale, mais qui pose plusieurs difficultés, à savoir que les patients ne sont pas toujours remboursés. Certaines pharmacies leur donnent sans poser de soucis, et d'autres pharmacies leur disent « Ah, par contre, c'est de votre poche ». Et par exemple, pour la venlafaxine, il y a aussi la question de la disponibilité de la matière première actuellement, qui fait qu'on dit à certains patients, déjà on n'a pas de venlafaxine, donc on ne va pas en faire sur mesure des gélules. Donc voilà, ce problème concret. En fait, moi, du coup, ma question un peu brûlante, c'est concrètement, si on veut offrir ces petites doses-là, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Est-ce qu'il faut créer une pharmacie? Est-ce qu'il faut créer une entreprise qui produit ça? Mais voilà, moi je veux bien le faire. Enfin, s'il y en a d'autres qui veulent me retrouver à la pause, mais parce que j'ai des patients, ils sont bloqués à 75 mg de venlafaxine. Ils ont essayé de faire un petit peu moins. Ils se tapent des trucs horribles pendant des semaines. Ils disent jamais plus je redescends. Ils ont essayé de passer par la fluoxétine, c'était pas mieux. Et ils sont bloqués à cet endroit-là avec aussi des symptômes indésirables. Donc pour moi, c'est une question très brûlante. C'est pour ça que votre intervention sur la politique publique, je ne sais pas si vous avez des réponses là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Créer une pharmacie, une entreprise? Voilà. Moi, je suis partant.
Je vais me permettre de répondre du coup, peut-être que Mathias pourra rebondir, ou Emmanuel justement. Donc moi je suis pharmacien. Donc c'est une discussion qu'on a justement, puisque, et alors du coup je vais prendre de l'avance un peu sur le petit topo que j'avais, c'est que pour l'instant ce qui est fait en pratique, le plus souvent ce qui se passe c'est que soit les médecins disent bon bah vous faites 1 jour sur 2, soit vous coupez votre comprimé, soit vous le broyez, vous le dissolvez un peu et vous essayez d'en prendre une petite partie. En gros, ça joue les apprentis chimistes. Sachant qu'en plus, vous savez qu'il y a des comprimés à libération prolongée, etc. Ça fout un bordel monstre. C'est la merde. Et de l'autre côté, il y a quand même des petites solutions. Il y a des suspensions buvables, vous savez, pour le diazépam et le prazépam. Donc là, on peut faire, et je sais que Mark Horowitz, dans son livre, en parle. Il peut y avoir de l'overlapping et justement une désescalade avec une progression croisée sur l'autre traitement, etc. Les solutions buvables, les suspensions buvables, ça permet de faire des petites doses puisqu'on peut même les diluer au fur et à mesure. Mais c'est vrai, vous avez raison, le gros travail qu'on doit faire, c'est sur soit les tapering strips, soit les préparations magistrales. Et justement, ça c'est une discussion que je voudrais, avec le réseau qu'on est en train de créer, quelque chose qu'on discute justement peut-être avec l'assurance maladie, de ces histoires de préparation magistrale qui des fois sont remboursées, des fois ne le sont pas, de façon assez aléatoire. Et moi qui viens de Nantes, par exemple, on a une grosse pharmacie qui fait de la production justement de désescalade de doses sur des antidépresseurs, etc. Et des fois, ils ne comprennent pas pourquoi c'est de la poche du patient et des fois non. Et donc, c'est des discussions qu'il va falloir qu'on ait justement. Alors, c'est bien que Emmanuel Gigon soit là, puisque la CPAM est vraiment un partenaire sur la déprescription et on sait qu'on avance tous dans le même sens. Mais du coup, le fil que vous venez de tirer, c'est un fil qu'on a identifié et sur lequel ça va être, sur les prochains mois ou les prochaines années, quelque chose sur lequel on va vouloir travailler. Donc, Maëva avait et a encore l'ambition d'avoir des projets avec les tapering strips aussi. Si ça ne fonctionne pas, on discute aussi, pourquoi pas, de créer, alors ça c'est vraiment un embryon d'idée, hein, mais au niveau régional, des préparatoires, donc par exemple peut-être une pharmacie dans un centre hospitalier ou une grosse pharmacie d'officine qui centraliserait des préparations qui viennent de la région et qui pourraient être un peu pivot là-dessus. Bon, il y a tout à construire, mais bon, ça me fait plaisir de voir que la problématique, c'est pas quelque chose qu'on a inventé et que effectivement c'est votre quotidien. Voilà. Mathias, je te laisse la parole. Oui, juste pour répondre, compléter de manière très pratique. Donc, en vrai, donc à Paris, par exemple, il y a des pharmacies qui le font et d'autres qui le font pas. Donc, on a commencé à voir dans le quartier, lesquels on peut recommander. Donc, ça, en pratique, il y en a comme toujours qui le font pas payer aux patients. Et juste un commentaire sur la venlafaxine. Il y a depuis quelques jours un comprimé de 50 qui est aussi disponible. Donc, vous avez là déjà élargi votre gamme, ce qui est assez pratique. Sorry, I'll say one thing. I think yes, advocating for tapering strips would be a good idea and using the liquids that exist. But because I guess there are people here seeing patients who don't want to wait months or years for these solutions, any medication you take, if you put it in a glass of 300 mils of water, in 20 minutes they fall to pieces at the bottom. If you stir them up, you have a suspension. You can reduce by 1 mil each day. And if it's too unpleasant, you can slow it down. So any psychiatric medication will form a suspension in a glass of water, and that's a way to start things with a simple syringe. Take out 1 mil today, 2 mils tomorrow, and you can adjust the rate. So there are ways to do this that are off-label, but work well for many patients. But for somebody, what happened? Oh, is it okay? Yeah. But for some medications, it won't work. Like for extended release medication, this is going to be problematic. And about reimbursement, the fact that in the Netherlands, most patients have to pay, I consider highly unjust, but that's the situation, and that's not different from the situation in France. So for patients in France who desperately want the lower dosages, they are available in the Netherlands, and they are not more expensive than for patients in the Netherlands who are paying for them. So actually they are available, and at very low dosages for a whole range of medications. And again,
I consider it unjust and not smart not to reimburse this medication, but that's unfortunately how it is at this moment. And I want to make one remark, because it was said here some people recourse to taking medication every other day. And for years I've been trying to make clear that this is wrong. I explained in my talk that when I forgot one pill, the next day I would feel bad. So if you try to reduce the dose by skipping doses every other day, actually you are making things worse. And this is an idea that patients come up with, doctors come up with, because intuitively it sounds sensible, but it is not. So keep this in mind. Don't try to reduce medication by skipping dosages. It's a recipe for disaster. So. Adrienne Bouzien, je suis psychiatre. Je me posais la question si ces réflexions sur la déprescription vous amenaient à des conclusions sur la nécessité de moindre prescription et comment ça s'articulait, comment les patients envisagent la balance bénéfice-risque si on leur annonce un sevrage qui va être aussi long potentiellement par rapport à l'évolution naturelle de la maladie ou par rapport à d'autres facteurs qui interviendraient, et comment ça modulerait les enjeux en termes de santé publique si la question était celle de la moindre prescription. My understanding is these are two different things. The patient perspective is one of uncertainty, as is the position of the physician. So in the end, that's something that needs to be discussed between the psychiatrist or the GP and the patient. And what has to be discussed is the uncertainties there are. And there's no simple recipe to resolve it. There's no one single thing you can say about it. So it's an important question, but it's also a complicated question. So I hope this is an answer, although perhaps not very satisfactory. Merci beaucoup. On va passer à la présentation suivante, donc de Madame Claire Compagnon, qui représente la Haute Autorité de Santé. Je ne suis pas sûre qu'il soit allumé. C'est bon. Thank you. Bonjour à tous, merci de m'avoir convié à vos travaux et à participer à cette question essentielle de la déprescription. Alors, donc moi je travaille à la Haute Autorité de Santé, je suis membre du collège, on va dire plus simplement de la gouvernance de la Haute Autorité. Juste rappeler, et en particulier pour nos collègues et amis étrangers, voilà, que la Haute Autorité donc, est une autorité indépendante qui a 3 missions clés en matière de sécurité et de qualité des soins. C'est d'évaluer les médicaments, les dispositifs médicaux, les actes professionnels en vue de leur remboursement par l'assurance maladie, mesurer et améliorer la qualité dans les hôpitaux, les cliniques, en médecine de ville, dans les structures sociales et médico-sociales, et puis recommander les bonnes pratiques professionnelles et élaborer un certain nombre de recommandations, que ce soit sur effectivement ces bonnes pratiques professionnelles, mais aussi sur la vaccination et plus globalement le champ de la santé publique. Ça, c'est notre centre, nos missions clés pour, évidemment, comme je le disais tout à l'heure, développer la qualité et la sécurité dans le champ sanitaire, social et médico-social. Dans ce cadre-là, on a développé à la Haute Autorité depuis maintenant un peu plus de 10 ans des programmes en psychiatrie et santé mentale. Alors maintenant, on l'appelle plutôt santé mentale et psychiatrie. Et donc, il y a un programme sur 5 ans qui concerne l'année 2025, les années 2025-2030. Et dans ces thèmes et dans ces thématiques qui ont été choisies, elles ont été co-construites avec les
les différentes parties prenantes, les associations, et je vois certains membres d'associations qui ont été dans la boucle de cette préparation de ce programme santé mentale et psychiatrie, et bien évidemment un certain nombre d'institutions, d'organisations professionnelles et donc, je le disais, associatives. Pour être tout à fait précise et tout à fait transparente et sincère par rapport à ces questions-là, et avoir un peu d'humilité, parce que ce que j'ai entendu là depuis le début de cette table ronde sur ces questions de la déprescription, je ne suis pas sûre qu'on ait pris les choses exactement comme il le fallait, et on va y revenir. Mais en tous les cas, aujourd'hui, notre enjeu et notre ambition, c'est vraiment de répondre aux questions et aux besoins des professionnels et des personnes en dotant, puisque c'est la mission de la Haute Autorité, notamment dans l'élaboration des recommandations de bonne pratique, en dotant les professionnels français d'outils, et c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, d'outils pour répondre à des enjeux cruciaux que sont évidemment la question des troubles schizophréniques et des troubles bipolaires. Vous allez me dire pourquoi on a attendu si longtemps. Je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé avant au sein de la Haute Autorité, mais en tous les cas, là, on s'y est mis sérieusement, il me semble. La question de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, et puis continuer tout le travail important qu'on mène à la Haute Autorité sur la question des patients et des personnes accompagnées. L'autre grande nouveauté, j'espère en tous les cas, ce qu'on essaye de faire, c'est de se dire, dans toutes les activités de la Haute Autorité, la question de la psychiatrie et de la santé mentale, elle est présente, que ce soit quand on autorise, qu'on évalue le service médical rendu d'un médicament, quand on autorise ou pas un dispositif médical, quand bien évidemment on va certifier des établissements de santé ou évaluer des établissements médico-sociaux où, vous le savez, la place des personnes présentant un handicap psychique est très importante. Donc dans tous ces aspects-là, notre regard doit se porter sur les implications pour les personnes qui présentent ces troubles de santé mentale. Et donc voilà, c'est pour ça que dans les 9 thèmes que vous voyez apparaître là sur la dia, il y a évidemment la question des addictions, la question des troubles du neurodéveloppement, et aussi le travail qu'on mène notamment en matière de certification des établissements de santé, avec un renforcement des attendus, des exigences, notamment vis-à-vis des établissements psychiatriques. Et j'avais une discussion il y a quelques jours, parce que les indicateurs, notamment que nous développons en matière de qualité des soins dans les secteurs psychiatriques, que ce soit dans l'hospitalisation publique ou privée, fait un peu grincer des dents d'un certain nombre de professionnels. Et je pense qu'on va avoir besoin que tout le monde se mette d'accord sur l'importance de continuer à développer des indicateurs, aussi bien sur la qualité perçue par les patients dans les établissements de santé que sur, notamment, parce que c'est ceux-là qui en particulier font grincer des dents, ça va peut-être vous surprendre, mais la question par exemple des indicateurs sur la santé somatique des patients qui présentent des troubles psychiatriques. Voilà, donc j'en dirai pas plus parce que c'est pas le thème de la journée, mais voilà, on est dans cette actualité-là aussi. Voilà, est-ce que face aux problèmes RH que connaissent les établissements psy aujourd'hui, est-ce qu'il est toujours pertinent de mettre en place des processus de certification dans les établissements ? Voilà, moi je crois que oui. Je crois qu'on est un certain nombre à penser que oui. Voilà, il est important de le rappeler. Au-delà, alors dans le cadre de ce programme 2025-2030, on a une feuille de route annuelle. Et là aussi, avec des priorités qui ont été déterminées collectivement par les parties prenantes et la Haute Autorité de Santé, avec des travaux qui sont engagés dès maintenant en 2025. Alors, je sais qu'on est sur une table ronde des prescriptions, j'y viens. Alors, qu'est-ce qu'on a fait en matière de déprescription ? Alors d'abord,
Premier constat, on n'a pas appelé ça la déprescription. Hein. Dans cette recommandation, alors je vois pas grand-chose là, parce que, excusez-moi, je suis un peu... dans ce premier document qui a été élaboré par la Haute Autorité de Santé, on parle d'aide à la réduction et à l'arrêt des médicaments psychotropes. Là, ça concerne les benzos et les médicaments apparentés, et donc on va aborder dans ce document un certain nombre d'étapes dans l'arrêt des benzodiazépines, avec évidemment un certain nombre de messages clés qui ont été portés et dans lesquels je retrouve ce que j'ai entendu notamment de nos amis et collègues des Pays-Bas sur l'anticipation, sur la question du temps, sur l'évaluation et la prise en charge du syndrome de Södras. Vous ne serez pas étonné de voir que dans ces quelques éléments-là qu'on a rappelés sur cette diapo, on est dans une vision et dans une approche extrêmement médicale qui prend peu en compte, ou pas suffisamment en compte, en tous les cas, le point de vue des personnes. Et c'est ça qu'on doit évidemment à l'avenir faire évoluer. Les deuxièmes travaux que je voulais vous montrer, qui sont des travaux plus anciens, c'est là aussi, hein, vous le voyez, c'est comme ça qu'on les a appelés, l'aide à la réduction ou à l'arrêt des traitements des médicaments psychotropes, avec quelle place, notamment sur, là aussi, benzodiazépine dans le traitement de l'anxiété, avec un certain nombre de messages clés qui sont, je vais me répéter, hein, mais des éléments qu'on a entendus, avec l'idée de la progressivité, notamment, c'est la dernière phrase, là, l'arrêt d'un traitement prolongé doit toujours être envisagé et sa mise en œuvre doit être progressive. Voilà, donc on a des messages importants, mais qui... je le crois, autour de tout ce qu'on a entendu depuis le démarrage de cette table ronde, sont encore très en retrait, hein, par rapport à sans doute ce qu'il conviendrait de proposer. Et la question qui, pour nous, est aujourd'hui dans nos perspectives de travail, et je pense que c'est sur ça qu'il faut s'arrêter, c'est qu'on va traiter cette question des modalités d'accompagnement, de réduction, de déprescription, d'arrêt des médicaments dans toutes les futures recommandations de la Haute Autorité. Donc là, il n'est plus question, sauf si ça se paraît opportun, de traiter ça de manière un peu... certains disent parfois hors sol quand ils parlent des travaux de la HAS. J'aime pas beaucoup cette expression-là parce que j'essaye qu'on colle un peu plus à la réalité des besoins des personnes et des pratiques professionnelles. Mais en tous les cas, c'est ça notre perspective de travail. C'est comment on se pose systématiquement la question dans l'ensemble des travaux qu'on va mener sur, notamment là en ce moment, la schizophrénie, très, très rapidement dans les troubles bipolaires. C'est comment on va poser cette question-là de manière plus systématique. Et il me semble que c'est de cette façon-là, mais j'attends d'avoir vos réactions par rapport à ça, c'est aussi de cette façon-là qu'on prendra mieux en compte tous les aspects complexes de cette question de la déprescription. Voilà, alors j'ai entendu tout à l'heure, Madame, votre alerte sur la question des usagers et de leur place dans toute cette élaboration d'outils, hein, qui sont des outils qui vont être essentiels. Voilà, parce que bien évidemment, tout ce travail que fait la Haute Autorité en matière de production de recommandations, il est fondé sur un travail extrêmement précieux, extrêmement minutieux, extrêmement large de toute la littérature sur la problématique abordée dans le choix de l'élaboration d'une recommandation.
La question qu'on se pose et sur laquelle on travaille, il y a quelqu'un dans la salle qui travaille en ce moment particulièrement, c'est Amélie Prigent qui est avec nous et qui coordonne au sein de la HAS tous les travaux en matière de santé mentale et de psychiatrie. C'est quelles sont les modalités d'association des usagers. Voilà. Moi, je ne pense pas que les modalités habituelles dans lesquelles on est dans la plupart de nos travaux aujourd'hui, je parle des travaux sanitaires, des travaux très, très médicaux, qui est de réunir 30 professionnels et de mettre 2 usagers au sein de ce groupe de travail, soit pertinent pour du travail aussi fin et aussi complexe qu'on a à faire sur ces questions-là. Voilà, donc on est en train de travailler avec d'autres. On a sollicité... je vois Aude Caria qui est là, l'avis du PSICOM sur ces aspects-là. Et le centre collaborateur, je crois que Madame Seban est là, il me semble l'avoir aperçu. Voilà, comment on peut associer plus étroitement des usagers dans d'autres modalités de travail qui sont la nécessaire participation dans les groupes de travail au même titre que les professionnels, mais aller au-delà sur de l'entretien, sur du focus group, sur des groupes miroirs. Voilà, toutes ces questions-là, elles sont aujourd'hui au travail chez nous et elles vont être mises en œuvre dans la préparation de tout ce programme 2025-2030. Voilà, je crois que c'était la dernière, oui, c'est ça. Voilà, donc on est dans cette réflexion-là et on est évidemment... et j'espère que vous l'entendrez comme étant pas simplement une parole polie, on est évidemment tout à fait prêt dans le comité des parties prenantes qui a été revivifié, je crois, on peut le dire comme ça depuis maintenant quelques mois. On est vraiment à l'écoute de l'ensemble de ces propositions avec toutes les parties concernées dans ce travail-là. Et on a eu, il y a 3 mois avant l'été, un temps spécifique porté notamment par Maëva, et je la remercie, sur cette question de la déprescription. Voilà ce que je pouvais vous dire à ce stade. Merci à tous. Merci beaucoup. Et juste vous dire aussi que du coup, depuis le mois de septembre, grâce à la discussion qu'on avait eue au mois de juin à la HAS, il y a un groupe de travail sur réduction et optimisation médicamenteuse qui s'est lancé depuis le mois de septembre et qui est copiloté par la NAP et la JPJA. Voilà. Il est éteint, le micro, il est éteint. Quel micro est éteint? Oui, d'accord. Si vous êtes d'accord, on va regrouper les 2 interventions de la Haute Autorité de Santé et de l'Assurance Maladie, et puis on vous proposera de poser vos questions après, groupées. Donc je passe la parole à Emmanuel Gigon, représentant l'Assurance Maladie. Ça marche, oui. Je veux bien qu'on passe le diapo, mais je ne vais pas le suivre compte tenu du temps qui nous est imparti. L'assurance maladie, vous connaissez. J'avais plusieurs petites choses à vous dire. Déjà qu'on est très impliqué au niveau de l'assurance maladie parce que ça représente un sujet, au-delà d'un sujet de santé publique, un sujet financier important, très impliqué en santé mentale d'une part, avec quelques petites stats que je vais pouvoir vous donner, mais vous aurez le support et on ne va pas rester très longtemps dessus, avec 8,5 millions de patients, soit une prévalence de 12,3% en maladies psychiatriques ou traitements psychotropes. 27, alors je vais parler des gros sous puisque je suis assurance maladie, près de 30 milliards d'euros avec des dépenses moyennes de 3200 euros. Donc des enjeux sanitaires et des enjeux financiers hyper importants. Et je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure, également soutenabilité écologique, puisque dans ces dépenses d'assurance maladie, vous avez 2,2 milliards d'euros en termes de médicaments. Donc je ne vais pas faire la conversion carbone tout de suite maintenant. On a un autre enjeu, sur les médicaments, je vais y revenir. Ça rejoint notre politique depuis longtemps de
d'accompagnement du bon usage des médicaments, mais on a également un enjeu d'arrêt de travail. Et là, je veux faire une petite ouverture par rapport au sujet de la table ronde, puisque un tiers des arrêts de travail qui sont prescrits sont prescrits pour des motifs liés à des troubles anxio-dépressifs. Et ça représente également des montants très très importants, 3,6 milliards d'euros en termes d'arrêt de travail. Et ce sont souvent des arrêts de travail de longue durée, pour lesquels, effectivement, je fais une petite analogie avec le sujet d'aujourd'hui, il faut qu'on réfléchisse collectivement à savoir, à pouvoir déprescrire, entre guillemets, des arrêts de travail. Ça représente un enjeu financier, mais également un enjeu en termes de santé publique très important, puisque plus on est en arrêt de travail, plus on s'éloigne du monde professionnel, plus on s'expose à la désinsertion professionnelle. Donc tout ça, c'est un tout. J'ai entendu parler tout à l'heure d'enjeux systémiques, ça y contribue. Sinon, pardon, je n'ai pas déroulé le diaporama. Sinon, donc, compte tenu de tous ces enjeux, nous, on a mis en place, on dispose de leviers pour lutter contre le mésusage et depuis un peu plus récemment en faveur de la déprescription. On a une force de frappe plutôt importante, nous, assurance maladie obligatoire, et c'est un peu la raison de ma présence ici, c'est d'échanger avec vous, c'est de pouvoir, on travaille également entre institutions, ANSM, autorité de santé. On va participer très prochainement au réseau des déprescriptions, mais avec notre force de frappe importante, on a besoin d'outils. Ce n'est pas nous qui allons inventer des outils en tant que tels, ce n'est pas nous qui allons sortir des recommandations. En revanche, nous, on peut potentiellement être un relais et déployer des outils qui ont fait leurs preuves. Et c'est un peu la raison pour laquelle on s'insère dans ce réseau au sens très large, pour pouvoir déployer les leviers les plus probants pour changer les comportements. J'ai entendu ce terme tout à l'heure, changer les comportements, c'est hyper important pour nous. J'ai également entendu, et ça rejoint nos préoccupations, d'associer les patients. Pour changer les comportements, il faut s'adresser de la façon la plus habile, la plus correcte, la plus efficace possible aux prescripteurs, mais également aux patients. Et on a des expériences, notamment en termes de déprescription des IPP, donc on s'éloigne un tout petit peu du sujet de la santé mentale, des actions d'accompagnement auprès des prescripteurs doublées avec des informations auprès des patients. Et ces actions un peu miroir prescripteurs-patients montrent leur grande utilité. Et donc, c'est des choses qu'on veut développer de plus en plus. C'est moderniser nos leviers d'action pour mieux changer les comportements, et notamment en s'adressant à l'ensemble de nos cibles les plus adaptées, donc notamment prescripteurs, patients, mais également, notamment si je refais un petit tour arrière sur les arrêts de travail, nos amis des entreprises, des employeurs, et encore une fois, tout ça c'est très systémique. Donc les leviers dont on dispose et qu'on souhaite moderniser, professionnaliser, c'est des informations personnalisées aux médecins, mais pourquoi pas également aux patients, avec la mise à disposition de profils individuels pouvant mettre en évidence des problématiques de surprescription, des problématiques de polymédication ou d'hyperpolymédication. Donc c'est également des accompagnements auprès des médecins dans leur pratique, avec le déploiement de visites de délégués de l'assurance maladie ou de praticiens conseils. Et c'est surtout aussi essayer de construire ou de reprendre des outils spécifiques pour lutter contre le mésusage, comme l'ordonnance sécurisée, des mécanismes d'accompagnement à la prescription, et également de promouvoir l'enrichissement des logiciels d'aide à la prescription et des systèmes d'aide à la décision médicale. Et ce en quoi on croit également, c'est des outils, encore une fois, complémentaires. Comme vous pouvez voir, tous ces outils, tous ces leviers sont complémentaires. Il faut les lire de façon complémentaire les uns par rapport aux autres. Et le dernier outil qu'on cite sur ce diaporama, c'est des incitations financières. Et à ce titre, dans la dernière convention médicale, on a mis en place des nouvelles dispositions, et notamment des nouvelles incitations financières à la déprescription.
Donc là, je vais passer assez vite parce qu'on n'a pas trop le temps. Potentiellement, vous pourrez y recourir plus tard. Mais c'est des exemples de campagnes thématiques qu'on a pu mettre en place. Si depuis pas mal de temps, on s'intéresse vraiment à la maîtrise des dépenses via le bon usage des médicaments, c'est vrai que le sujet des prescriptions en tant que tel est un sujet assez récent. Vous nous disiez tout à l'heure que ça faisait 1 an que vous en aviez conscience, nous un peu plus, mais pas beaucoup plus. Et c'est notamment pour ça qu'on l'a intégré dans la convention médicale. Avant, on prenait la problématique du médicament un peu différemment. Donc là, c'est un angle de plus, un angle d'attaque de plus pour aller vers le bon usage des médicaments en passant par l'angle des prescriptions. Et là, j'ai listé les principaux points de la convention médicale qui vont dans le sens d'une des prescriptions, et notamment avec des objectifs collectifs assignés aux médecins, avec des engagements partagés de la part des médecins et de la part de l'assurance maladie, visant notamment à diminuer respectivement de 4 à 2 molécules le traitement chronique des patients hyperpolymédiqués, ou par exemple de recentrer les prescriptions d'IPP sur les indications recommandées par la Haute Autorité de Santé. Tout à l'heure, on parlait de temps. Effectivement, l'un des sujets, c'est d'avoir du temps. Alors, c'est peut-être pas complètement prégnant pour les psychiatres, mais comme Mathias le disait, ça l'aide peut-être davantage pour les médecins généralistes. Donc, on a créé une consultation de longue durée du médecin traitant pour la déprescription pour les patients hyperpolymédiqués de plus de 80 ans. Vous me direz, c'est trop étroit comme corridor. C'est un début et l'idée, c'est d'élargir tout ça. Et on a mis en place aussi des groupes d'analyse de pratiques. Ça, c'est des groupes d'échange entre pairs. C'est un dispositif auquel je crois pas mal, notamment pour échanger sur les problématiques des prescriptions. Là, je passe rapidement sur les propositions de l'assurance maladie du dernier rapport chargé-produit, pour lesquels un certain nombre de propositions concernaient soit la santé mentale, la pertinence et les prescriptions, notamment avec la dernière puce, où la proposition numéro 40, c'est de développer fortement la déprescription. Et ma présence ce matin en témoigne, mais il ne faut pas que ça s'arrête à ma présence, ça serait un peu dommage. Donc voilà vraiment en 3 mots ce que je voulais vous dire, c'est que l'assurance maladie est impliquée dans la déprescription, que l'assurance maladie a une force de frappe importante potentiellement, que l'assurance maladie veut moderniser ses moyens d'action et ses outils en faveur de la déprescription, et pour ça, on a besoin de vous. Merci beaucoup. On va prendre une question, vu le timing. Donc ça peut être une question couplée. Il y a Philippe. Parce qu'on est méga en retard et moi, je me fais pressuriser en coulisses. Ça va être très court. Philippe Chiliger, Revue Prescrire. Bon, je reviens sur le point systémique. Donc HAS et Mathias Brune. Un témoignage avec plusieurs centaines, voire milliers de retours de nos participants à nos formations. Il n'est pas enseigné, ou très peu enseigné, la durée des traitements. Et donc, les généralistes, mais peut-être pas que, les antidépresseurs sont prescrits sans annoncer une durée vraisemblable de traitement. Et donc, les généralistes ont retenu ces 2 ans. Donc ça, c'est les enseignants de formation, puisque moi, j'interviens personnellement surtout avec des internes, donc vraiment des 8e, 9e années, 7e années. Et même chose pour les neuroleptiques, les antipsychotiques, c'est à vie. Et les généralistes sont dans la tête, les antipsychotiques, c'est à vie. Donc, on n'y touche pas. Et donc, voilà, je vous transmets ça, parce que toutes les initiatives que je vois, puis auxquelles on participe, nous aussi, sont vraiment essentielles et à intégrer, mais il y a l'enseignement initial, il y a la formation initiale. Donc, il y a les enseignants universitaires. Et si on ne commence pas par là, on a encore des générations et des générations qui vont sortir avec ces idées-là. C'est tout.
vous propose que si vous avez des questions pour nos deux derniers intervenants, ce soit fait à la pause là. Et donc il me revient là de terminer. Alors j'avais quelques... Je peux avoir la zapette, merci. J'avais quelques diapos, mais je vais aller très vite puisque en gros ça synthétise pas mal ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Pour remettre dans le contexte, en fait, au début, on n'a même pas défini ce qu'était la déprescription alors qu'on a commencé la table ronde. Et en fait, faut savoir que la déprescription, il y a une définition un peu vraiment générale, c'est que c'est un processus déjà. Donc il faut se dire que c'est quelque chose, c'est pas un one-shot. Et ça demande un suivi. Et en fait, la particularité du suivi, c'est que c'est compliqué quand on est prescripteur, puisqu'on ne voit pas son patient toutes les 2 semaines pour savoir comment ça se passe. Et donc, ça entraîne automatiquement la notion d'interprofessionnalité et de se dire, même moi, si je commence la déprescription, il va falloir un moment que je passe la main pour savoir comment ça se passe. Donc passer la main, ça peut être passer la main au médecin traitant, ça peut être passer la main au pharmacien d'officine, mais il faut se dire que intrinsèquement, la déprescription, c'est un processus interprofessionnel et qui est supervisé par un professionnel de santé. Et ça, c'est intéressant aussi dans la définition de savoir que c'est supervisé par un professionnel de santé, puisqu'il y en a plein qui disent, des patients qui disent, moi j'ai arrêté mon traitement de moi-même, je me le suis déprescrit. En fait, non, c'est pas ça la déprescription. La déprescription, c'est le patient est un partenaire de l'équipe de soins, il fait partie intégrante des choix, etc. Mais en fait, il ne le fait pas tout seul. Et la déprescription, ce n'est pas, j'ai mis ça, puisque en fait, si vous allez sur les réseaux sociaux, vous voyez qu'il y a certaines personnes qui sont vent debout contre la déprescription, en disant que c'est n'importe quoi, que en fait, ça va entraîner des catastrophes sur la prise en soin des patients, etc. Mais en fait, la déprescription, c'est pas arrêter les médicaments. La déprescription, c'est arrêter les médicaments qui ne sont plus appropriés. Et en fait, il faut toujours partir de ça dès le début. C'est de se dire, on prend l'image globale et on se dit parmi tout ce qu'il y a, alors bien sûr là on est dans des journées de spécialistes, de psychiatres, mais il faut se dire que le patient à côté il a des traitements de son cardiologue, de son médecin traitant, etc. Et il faut toujours prendre du recul et se dire en fait sur tout ce qu'il y a là, qu'est-ce qui a été nécessaire à un moment et qu'il n'est plus, qu'est-ce qui possiblement a été mis en place à un moment alors que ça ne devait même pas être mis en place. Et donc Emmanuel donnait l'exemple des IPP, alors ça c'est flagrant, à 20 à 70% des IPP ne sont pas indiqués. Et du coup, en fait, il faut toujours se poser la question, en fait, moi j'ai ma sphère, mais avec le global et avec ce que ressent le patient, ce qu'il vit, ce qu'il a envie de faire, en fait, où est-ce que je peux aller. On parlait tout à l'heure de la complexité puisqu'il y a des freins. Nous, et alors Mathias parlait des freins culturels, c'est vrai qu'en France c'est particulier puisqu'on a une culture de la prescription qui est hyper prégnante. On sait, il y a des chiffres qui disent que 8 à 9 consultations chez un médecin font qu'on sort avec une prescription d'un médicament. Dans les pays du Nord, c'est 4 sur 10. Et pourtant, les pays du Nord, ils ne meurent pas 10 000 fois plus que nous. Hein. Donc il faut se dire que vraiment, il y a quelque chose de culturel sur lequel on peut travailler, nous aussi. Alors, ça, c'était pour vous montrer qu'il y avait des discussions sur les réseaux sociaux et que, justement, il y avait besoin de se rassurer. Et donc, il y en a certains qui font des commandements. Et là, j'en ai mis quelques-uns en gras. Et donc, que ça ne remet pas en question le progrès des psychotropes, et ça c'est important de le dire aussi, c'est qu'on a tendance, quand on parle des prescriptions, les gens ont tendance à devenir complètement binaires et à dire « Ok, dès que je vois une benzo ou un IPP, il faut que je l'arrête ». Non, c'est pas ça du tout, et il faut toujours faire la part des choses. Et puis, distinguer toujours la rechute et le sevrage, on en a parlé, et votre ennemi, la polymédication, et donc ça c'est quelque chose d'hyper important, c'est que nous on a le point de vue sur chacun sa spécialité, mais il faut se dire que la polymédication entraîne beaucoup d'autres choses, des interactions médicamenteuses, des effets indésirables sur lesquels il y a des cascades médicamenteuses, et donc on en rajoute toujours plus, et donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille. Et donc là, le psychiatre avait dit une alliée, la pharmacie clinique. Alors moi, je suis très content de dire ça parce que je suis pharmacien clinicien. Mais n'hésitez pas à mettre les pharmaciens dans la boucle et qui vont pouvoir vous aider à travailler là-dessus. Alors, ça, je ne vais pas repasser dessus puisque c'était tiré du livre de Marc. Il vous en a parlé tout à l'heure. C'était pour vous rappeler que le plus compliqué, à cause de la pharmacologie, c'est la fin de dose. Là où, en fait, il va falloir diminuer de plus en plus lentement. Et donc, on l'avait dit tout à l'heure, je passe très vite, le problème, c'est comment avoir accès à des doses de plus en plus faibles. On en a parlé, ce qu'on voit dans la réalité, c'est
ça saute des prises, je l'ai mis en rouge parce qu'il ne faut pas, ça utilise des coupes comprimées, ça écrase des comprimés et ça les dissout. C'est faisable, mais bon, sachant que au final, ça a un goût amer, que des fois vous avez des formes qui ne le permettent pas, ce n'est pas la solution optimale. Et donc, on l'a dit tout à l'heure, ce qui serait optimal, c'est utiliser forme liquide et surtout utiliser les préparations magistrales. Et du coup, ça fait rebondir sur la discussion qu'on a eue tout à l'heure. Donc, je ne reviens pas dessus, mais c'est bien puisque ça fait une synthèse. Et donc, pour terminer, en fait, vous avez entendu, comme une petite musique pendant toutes les présentations, qu'il y avait cette histoire de réseau de la déprescription. D'où ça vient? Ça vient que, en fait, vous voyez que chacun dans son coin, les gens ont commencé à travailler sur la déprescription depuis quelques années. En France, depuis quelques années, dans les autres pays comme le Canada, les États-Unis, l'Australie, depuis bien plus longtemps. Il y a des sociétés de la déprescription qui existent dans les autres pays, sociétés canadiennes de la déprescription, etc. Et nous, en fait, ce qu'on voit, c'est que chacun, on travaille un peu en tuyau d'orgue sur ces problématiques. Les pharmacologues d'un côté, les psychiatres de l'autre, les gériatres de l'autre, les institutions, la HAS, la NSM, la CPAM, et qu'il y a un besoin, sachant qu'en plus on a nos spécificités de population en France, hein, on a besoin de créer un réseau. Et donc, c'est ce qu'on a fait depuis cette année. On a créé un réseau national. Alors pour l'instant, l'entité administrative existe, mais pour l'instant, on est encore en train de trouver comment on va fonctionner, de trouver des fonds pour justement réussir à travailler tous ensemble. Mais vous voyez, là, il y a notre bureau, et donc bien sûr, Maëva fait partie du bureau en tant que représentation de la sphère de la psychiatrie et de la santé mentale. Mais il y a aussi, bien sûr, du médecin généraliste, du pharmacologue, du gériatre, pour un peu représenter la majorité des sphères sur lesquelles il y a ces problématiques-là. Et nos objectifs, ils sont ceux qu'on a discutés vraiment tout au long de la matinée, là. Donc, bien sûr, il y a un objectif clinique, et c'est celui qui nous intéresse en tant que cliniciens, c'est d'échanger, d'avoir une communauté de pratique, de communiquer, de produire et de diffuser des outils, et des outils sur comment faire, mais aussi des outils sur les alternatives, puisqu'on n'en a pas parlé beaucoup de ça, mais en fait, quand on arrête un médicament, il faut savoir aussi discuter des alternatives possibles avec les patients. Et puis, du coup, aussi, au niveau politique, pouvoir avoir une voix pour la discussion justement avec les tutelles, avec les associations de patients qui feront partie justement et qui seront partenaires des réseaux, et puis aussi dans les relations internationales. Et puis là, Philippe en parlait, au niveau pédagogique, c'est hyper important de prendre à la source la formation initiale, mais aussi la formation continue des professionnels, et donc le réseau participerait à ça, faire des webinaires, émettre des recommandations et des référentiels de compétences pour les facultés, pour intégrer ça justement à la pédagogie et à la formation. Et puis bien sûr, pour ceux qui ont une casquette un peu de chercheur à côté, que ce soit là, chercheur en sciences politiques, mais aussi les hôpitaux universitaires, etc., pouvoir faire des gros essais, puisqu'en fait, on a besoin de preuves probantes sur qu'est-ce qui marche ou qu'est-ce qui ne marche pas dans la déprescription. Et du coup, ça permettrait, ce réseau aussi, de favoriser ça. Et puis, on a rajouté une petite partie sociologique, puisque c'est toujours important et intéressant d'interroger ce qui se passe hors de la santé et ce qui se passe avant la fac, c'est-à-dire quel est le rapport de la population aux médicaments, comment est-ce que c'est pris en charge, par exemple, dès l'éducation des enfants, et comment on peut aller vers du changement de comportement. Donc vous voyez qu'on en est à la première pierre et qu'il y a encore tout à construire, et que ça, on le fera avec vous, avec les psychiatres, avec les institutions, avec les usagers, et que quand ça va être lancé, vous le saurez et on aura besoin de tout le monde. Et donc les notions fondamentales pour conclure, c'est d'écouter et de comprendre le patient dans sa globalité et de le considérer comme un partenaire. C'est de jouer l'équipe, de jouer l'interprofessionnalité et d'utiliser les outils qui sont à disposition ou qui seront mis à disposition, que ce soit pour les patients, que ce soit pour nous les soignants, ou que ce soit justement sur des nouvelles formes galéniques. Voilà, je vous remercie. Je vais laisser Maëva conclure. Merci beaucoup à tous. On est très en retard à cause de nous. Donc, on va pas faire de... Si, on va faire 5 minutes de pause. Mais voilà, vous revenez très rapidement. Vous gardez les casques. Merci beaucoup à tous les intervenants. Et peut-être que... Voilà.